Troisième partie. Le paradis des écrivains. Sortie du livre. 5. La fillette qui avait ému l'Amérique. Un nouveau livre, Marcus, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est aussi un moment de grand altruisme. Vous offrez à qui veut bien la découvrir une partie de vous. Certains adoreront, d'autres détesteront. Certains feront de vous une vedette, d'autres vous mépriseront. Certains seront jaloux, d'autres intéressés. Ce n'est pas pour eux que vous écrivez, Marcus, mais pour tous ceux qui, dans leur quotidien, auront passé un bon moment grâce à Marcus Goldman. Vous me direz que ce n'est pas grand-chose, et pourtant, c'est déjà pas mal. Certains écrivains veulent changer la face du monde. Mais qui peut vraiment changer la face du monde? Tout le monde parlait du livre. Je ne pouvais plus déambuler en paix dans Manhattan. Je ne pouvais plus faire mon jogging sans que des promeneurs me reconnaissent et s'exclament « Hé, c'est Goldman, c'est l'écrivain !» Il arrive même que certains entament quelques pas de course pour me suivre et me poser les questions qui les taraudaient. « Ce que vous y dites dans votre bouquin, c'est la vérité? Harry Kéber a vraiment fait ça ?» Dans le café de West Village, où j'avais mes habitudes, certains clients n'hésitaient plus à s'asseoir à ma table pour me parler. « Je suis en train de lire votre livre, monsieur Goldman. Je ne peux pas m'arrêter. Le premier était déjà bon, mais alors celui-là... On vous a vraiment filé $1 million pour l'écrire? Vous avez quel âge? 30 ans à peine? Même pas 30 ans, et vous avez déjà amassé tellement de pognon. » Le portier de mon immeuble, que je voyais avancer dans sa lecture entre deux ouvertures de porte, avait fini par me coincer longuement devant l'ascenseur, une fois le livre terminé, pour me confier ce qu'il avait sur le cœur. Alors voilà ce qui est arrivé à Nola Kellergan. Quelle horreur! Mais comment en arrive-t-on là? Hein, monsieur Goldman? Comment est-ce possible? Depuis le jour de sa sortie, l'affaire Harry Kéber était numéro 1 des ventes à travers tout le pays. Il promettait d'être la meilleure vente de l'année sur le continent américain. On en parlait partout, à la télévision, à la radio, dans les journaux. Les critiques qui m'avaient attendu au tournant ne tarissaient pas d'éloges à mon sujet. On disait que mon nouveau roman était un grand roman. Immédiatement après la sortie du livre, j'étais partie pour une tournée promotionnelle marathon qui me conduisit aux 4 coins du pays, en l'espace de 2 semaines seulement, changement de président oblige. Barnaski considérait que c'était la limite de la fenêtre temporelle qui nous était dévolue avant que les regards se tournent en direction de Washington pour l'élection du 4 novembre. De retour à New York, j'avais encore sillonné les plateaux de télévision à un rythme effréné pour répondre à l'engouement général, lequel s'était étendu jusqu'à la maison de mes parents où, curieux et journalistes, venaient sonner sans cesse à la porte. Pour leur assurer un peu de quiétude, je leur avais offert un camping-car à bord duquel ils s'étaient mis en tête de réaliser l'un de leurs vieux rêves, rallier Chicago puis descendre la route 66 jusqu'en Californie. Nola, à la suite d'un article du New York Times, se voyait désormais surnommée la fillette qui avait ému l'Amérique. Et les lettres de lecteurs que je recevais faisaient toutes état de ce sentiment. Tous avaient été touchés par l'histoire de cette fillette malheureuse et maltraitée, qui avait retrouvé le sourire en rencontrant Harry Kéber et qui, du haut de ses 15 ans, s'était battue pour lui et lui avait permis d'écrire les origines du mal. Certains spécialistes de la littérature affirmaient d'ailleurs que son livre ne pouvait se lire correctement que grâce au mien. Ils ont proposé désormais une nouvelle approche, dans laquelle Nola ne représentait plus un amour impossible, mais la toute-puissance sentimentale. C'est ainsi que les origines du mal, qui, 4 mois plus tôt, avaient été retirées de quasiment toutes les librairies du pays, voyaient à présent les ventes redécoller. En prévision de Noël, l'équipe marketing de Barnaski était en train de préparer un coffret à tirage limité contenant les origines du mal, l'affaire Harry Kéber et une analyse de texte proposée par un certain Frank Lancaster. Quant à Harry, je n'avais plus eu aucune nouvelle depuis que je l'avais quitté au Seaside Motel. J'avais pourtant essayé de le joindre à d'innombrables reprises. Son portable était coupé et lorsque j'appelais le motel et demandais la chambre 8, le téléphone sonnait dans le vide. De façon générale, je n'avais eu aucun contact avec Aurora, ce qui valait peut-être mieux. Je n'avais guère envie de savoir comment était reçu le livre là-bas. Je savais simplement, par l'intermédiaire du service juridique de Schmidt & Hanson, qu'Elijah Stern s'acharnait à essayer de les assigner en justice, qualifiant de diffamatoires les passages le concernant, et notamment ceux où je m'interrogeais sur les raisons pour lesquelles il avait non seulement accédé à la demande de Luther, en demandant à Nola de poser nue, mais n'avait également jamais signalé à la police la disparition de sa Monte-Carlo noire. Je l'avais pourtant appelé avant la sortie du livre, pour obtenir sa version des faits, mais il n'avait pas daigné me répondre. À partir de la 3e semaine d'octobre, exactement comme l'avait prévu Barnaski, l'élection présidentielle occupa l'intégralité de l'espace médiatique. Les sollicitations à mon adresse diminuèrent considérablement et j'en éprouvais un certain soulagement. Je venais de vivre 2 années éprouvantes. Mon premier succès, la maladie des écrivains, puis ce second livre enfin. J'avais l'esprit apaisé et je ressentais un réel besoin de partir quelque temps en vacances. Comme je n'avais pas envie de partir seule et que je voulais remercier Douglas pour son soutien, j'achetai 2 billets pour les Bahamas.
histoire de passer des vacances entre copains, ce qui ne m'était pas arrivé depuis le lycée. Je voulais lui en faire la surprise, un soir où il vint regarder le sport chez moi. Mais à mon grand désarroi, il déclina mon invitation. Ça aurait été chouette, me dit-il, mais j'ai prévu d'emmener Kelly aux Caraïbes aux mêmes dates. Kelly? T'es toujours avec elle? Oui, bien sûr, tu ne le savais pas? On prévoit de se fiancer. Je vais justement lui demander sa main là-bas. Oh, génial! Je suis vraiment content pour vous deux. Toutes mes félicitations. Je dus avoir un air un peu triste parce qu'il me dit Marc, tu as tout ce que n'importe qui voudrait avoir dans la vie. Il est temps de ne plus être seul désormais. J'acquiesçai. C'est que il y a des lustres que j'ai pas eu de rencard, me justifiai-je. Il sourit. T'inquiète pas pour ça. C'est cette conversation qui nous amena à la soirée du surlendemain, le jeudi 23 octobre 2008, qui fut le soir où tout bascula. Douglas m'avait arrangé un rendez-vous avec Lydia Gloor, dont il avait appris par son agent qu'elle en pinçait toujours pour moi. Il m'avait convaincu de lui téléphoner et nous étions convenus de nous retrouver dans un bar de Soho. Sur le coup de 19h, Douglas passa chez moi pour me soutenir moralement. T'es pas encore prêt, constata-t-il en me découvrant torse nu lorsque je lui ouvris la porte. J'arrive pas à me décider sur la chemise, répondis-je en agitant deux cintres devant moi. Mais la bleue, ce sera très bien. T'es sûr que c'est pas une erreur de sortir avec Lydia, Doug? Tu vas pas te marier, Marc, tu vas juste boire un verre avec une jolie fille qui te plaît et à qui tu plais. Vous verrez bien si le courant passe toujours. Et après le verre, on fait quoi? Je t'ai réservé une table dans un italien branché, pas loin du bar. Je vais t'envoyer un message avec l'adresse. Je souris. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Doug? C'est à ça que servent les amis, non? À cet instant, je reçus un appel sur mon portable. Je n'aurais probablement pas répondu si je n'avais pas vu sur l'écran digital du téléphone qu'il s'agissait de Gaal Wood. Allô, sergent? Quel plaisir de vous entendre. Il avait une mauvaise voix. Bonsoir, l'écrivain. Désolé de vous importuner. Vous ne me dérangez pas du tout. Il avait l'air très contrarié. Il me dit L'écrivain, je crois qu'on a un gigantesque problème. Que se passe-t-il? C'est à propos de la mère de Nola Kellergan, celle dont vous racontez dans votre livre qu'elle battait sa fille. Louisa Kellergan? Oui. Qu'y a-t-il? Avez-vous accès à Internet? Il faut que je vous envoie un email. J'allai au salon et y allumai mon ordinateur. Je me connectai à ma boîte email, tout en restant au téléphone avec Gaal Wood. Il venait de m'envoyer une photo. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Vous commencez à m'inquiéter. Ouvrez l'image. Vous vous souvenez? Vous m'aviez parlé de l'Alabama. Oui, bien sûr que je m'en souviens. C'est de là que venaient les Kellergan. Nous avons merdé, Marcus. Nous avons complètement oublié de nous pencher sur l'Alabama. Vous me l'aviez dit, en plus. Je cliquai sur l'image. C'était une photo d'une pierre tombale, dans un cimetière, sur laquelle figurait l'inscription suivante. Louisa Kellergan, 1930-1969. Notre épouse et mère bien-aimée. Je restai effaré. Nom de Dieu, soufflai-je. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la mère de Nola est morte en 1969, soit 6 ans avant la disparition de sa fille. Qui vous a transmis cette photo? Un journaliste de Concorde. Ça va faire la une de la presse demain, l'écrivain. Et vous savez comment ça se passe? Il ne faudra pas 3 heures pour que tout le pays décrète que ni votre livre, ni l'enquête ne tiennent la route. Ce soir-là, il n'y eut pas de dîner avec Lydia Gloor. Douglas sortit Barnaski d'un rendez-vous d'affaires. Barnaski sortit Richardson du département juridique de chez lui, et nous eûmes une séance de crise particulièrement houleuse dans une salle de réunion de Schmidt et Hanson. Le cliché était en fait une reprise, par le Concord Herald, de la découverte d'un journal local de la région de Jackson, Alabama. Barnaski venait de passer 2 heures à essayer de convaincre le rédacteur en chef du Concord Herald de renoncer à faire de cette image la une de son numéro du lendemain, mais en vain. Vous imaginez ce que les gens vont dire quand ils apprendront que votre bouquin est un ramassis de mensonges, hurla-t-il à mon intention. Mais nom de Dieu, Goldman, vous n'avez pas vérifié vos sources? Je ne sais plus, c'est insensé. Harry me parlait de la mère, il m'en a parlé souvent. Je ne comprends rien. La mère battait Nola, il me l'a dit. Il m'a parlé des coups et de ses simulations de noyade. Et que dit Kébert à présent? Il est injoignable. J'ai essayé de l'appeler au moins 10 fois ce soir. De toute façon, ça va faire 2 mois que je n'ai plus eu de ses nouvelles. Essayez encore, démerdez-vous. Parlez à quelqu'un qui puisse vous répondre. Trouvez-moi une explication que je puisse donner aux journalistes demain matin lorsqu'ils me tomberont dessus. Sur le coup de 22 heures, je téléphonai finalement à Ernie Pincas. Mais enfin, d'où as-tu sorti que la mère était vivante? Me demanda-t-il. Je restai abasourdi. Je finis par répondre bêtement. Personne ne m'a dit qu'elle était morte. Mais personne ne t'a dit qu'elle était vivante? Si, Harry me l'a dit. Alors il s'est foutu de toi. Le père Kellergan a débarqué seul à Aurora avec sa fille. Il n'y a jamais eu de mère.
Je n'y comprends plus rien. J'ai l'impression d'être fou. Pour qui est-ce que je vais passer maintenant? Pour un écrivain de merde, Marcus. Je peux te dire qu'ici on a du mal à avaler la pilule. 1 mois qu'on te voyait te pavaner dans les journaux et à la télévision. On s'est tous dit que tu racontais n'importe quoi. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Te prévenir? Pour te dire quoi? Te demander si par hasard tu t'étais pas planté en parlant d'une mère qui était morte au moment des faits? De quoi est-elle morte? Demandai-je. J'en sais rien. Mais. Et la musique? Et les coups? J'ai des témoins qui m'ont confirmé tout ça. Des témoins de quoi? Que le révérend enclenchait son transistor à plein volume pour foutre tranquillement des dérouillés à sa fille? Oui, ça on s'en doutait tous. Mais dans ton bouquin tu racontes que le père Kellergan se cachait dans son garage pendant que la mère savatait la môme. Or le problème est que la mère n'a jamais mis les pieds à Aurora puisqu'elle était morte avant qu'il déménage. Alors comment peut-on croire ce que tu racontes dans le reste du livre? Et tu m'avais dit que tu mettrais mon nom dans les remerciements. Je l'ai fait. Tu as écrit parmi d'autres noms E. Pincas Aurora. Je voulais mon nom en gros, je voulais qu'on parle de moi. Quoi? Mais. Il me raccrocha au nez. Barnaski me regardait avec un œil mauvais. Il pointa à doigts menaçants dans ma direction. Goldman, vous prenez le premier avion pour Concorde demain et vous allez me régler ce merdier. Roy, si je vais à Aurora, ils vont me lyncher. Il se força à rire et il dit Estimez-vous heureux s'ils se contentent de vous lyncher? La fillette qui avait ému l'Amérique était-elle née de l'imagination du cerveau malade d'un écrivain en panne d'inspiration? Comment un tel détail avait-il pu être négligé aussi grossièrement? L'information du Concorde Herald, reprise par tous les médias, était en train de semer le doute sur la vérité à propos de l'affaire Harry Kébert. Le matin du vendredi 24 octobre, je pris un vol pour Manchester, où j'arrivais en début d'après-midi. Je louai une voiture à l'aéroport et me rendis directement à Concorde, au quartier général de la police d'État, où m'attendait Gaal Wood. Il me fit le point sur ce qu'il avait pu apprendre à propos du passé de la famille Kellergan en Alabama. David et Louisa Kellergan se marient en 1955, m'expliqua-t-il. Il est déjà le pasteur d'une paroisse florissante et sa femme aide à la développer davantage. Nola, née en 1960, rien à signaler durant les années qui suivent. Mais une nuit de l'été de l'année 1969, un incendie ravage la maison. La fillette est sauvée des flammes in extremis, mais la mère meurt. Quelques semaines plus tard, le révérend Kit Jackson. Quelques semaines, m'étonnai-je? Oui, et ils vont à Aurora. Mais alors, pourquoi Harry m'a-t-il dit que Nola était battue par sa mère? Il faut croire que c'était son père. Non, non, m'écriai-je. Harry m'a parlé de la mère. C'était la mère. J'ai même les enregistrements. Alors écoutons-les, ces enregistrements, suggéra Gaal Wood. J'avais emporté avec moi mes midi-disques. Je les étalai sur le bureau de Gaal Wood et m'efforçai de me repérer parmi les étiquettes des pochettes. J'avais effectué un classement assez précis, par personne et par date. Mais je ne parvins pourtant pas à mettre la main sur l'enregistrement en question. C'est alors qu'en vidant intégralement mon sac, je retrouvai un dernier disque, sans date, qui m'avait échappé. Je l'introduisis aussitôt dans le lecteur. C'est étrange, dis-je. Pourquoi n'ai-je pas daté ce disque? J'enclenchai la machine, j'entendis ma voix qui annonçait que nous étions le mardi 1er juillet 2008. J'enregistrai Harry dans la salle de visite de la prison. Est-ce la raison pour laquelle vous avez voulu partir? Ce départ que vous aviez prévu ensemble le soir du 30 août. Pourquoi? Ça, Marcus, c'était à cause d'une terrible histoire. Vous enregistrez là? Oui. Je vais vous raconter un épisode très grave, pour que vous compreniez. Mais je ne veux pas que cela s'ébruite. Comptez sur moi. Vous savez, pendant notre semaine à Martha's Vineyard, en fait de prétendre être avec une amie, Nola avait tout simplement fugué. Elle était partie sans rien dire à personne. Lorsque je l'ai revue, le lendemain de notre retour, elle avait une mine affreusement triste. Elle m'a dit que sa mère l'avait battue. Elle avait le corps marqué, elle pleurait. Ce jour-là, elle m'a dit que sa mère la punissait pour un rien, qu'elle la frappait à coups de règle en fer et qu'elle lui faisait aussi une drôle de saloperie. Elle remplissait une bassine d'eau, prenait sa fille par les cheveux et lui plongeait la tête dans l'eau. Elle disait que c'était pour la délivrer. La délivrer? La délivrer du mal, une espèce de baptême, j'imagine. Jésus dans le Jourdain, ou quelque chose comme ça. Au début, je ne pouvais pas y croire, mais les preuves étaient là. Je lui ai alors demandé « Mais qui te fait ça ?»« Maman. Et pourquoi ton père ne réagit pas ?» Papa s'enferme dans le garage et il écoute de la musique, très fort. Il fait ça quand maman me punit. Il ne veut pas entendre. Nola n'en pouvait plus, Marcus. Elle n'en pouvait plus. J'ai voulu régler cette histoire, aller voir les Kellergan. Il fallait que cela cesse. Mais Nola m'a supplié de ne rien faire. Elle m'a dit qu'elle aurait des ennuis terribles, que ses parents l'éloigneraient certainement de la ville et que nous ne nous verrions jamais plus. Néanmoins, cette situation ne pouvait plus durer. Alors, vers la fin août, autour du 20, nous avons décidé qu'il fallait partir. Vite. Et en secret, bien sûr.
et nous avons fixé le départ au 30 août. Nous voulions rouler jusqu'au Canada, passer la frontière du Vermont, aller en Colombie-Britannique peut-être, nous installer dans une cabane en bois. La belle vie au bord d'un lac, personne n'aurait jamais rien su. Alors voilà pourquoi vous aviez prévu de vous enfuir tous les deux ? Oui. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je parle de cela ? Ça, ce n'est que le début de l'histoire, Marcus, car j'ai ensuite fait une découverte terrible à propos de la mère de Nola. Bruit de sonnerie. La voix d'un gardien annonce la fin de la visite. Nous reprendrons cette conversation la prochaine fois, Marcus. En attendant, surtout, gardez ça pour vous. Et qu'avait-il découvert à propos de la mère de Nola demanda Galewood impatient. Je ne me rappelle pas la suite, répondis-je troublé, en fouillant parmi les autres disques. Soudain, je m'arrêtai, blême, et je m'écriai. C'est pas vrai. Quoi, l'écrivain ? C'était le dernier enregistrement de Harry. Voilà pourquoi il n'y a pas de date sur le disque. Je l'avais complètement oublié. Nous n'avons jamais fini cette conversation, car après ça, il y a eu les révélations sur Pratt, puis Harry ne voulait plus que j'enregistre, et j'ai continué mes interviews en prenant des notes sur un calepin. Ensuite, il y eut la fuite des feuillets et Harry s'est fâché contre moi. Comment ai-je pu être un imbécile à ce point ? Il faut impérativement parler à Harry, déclara Galewood en attrapant son manteau. Nous devons savoir ce qu'il avait découvert sur Louisa Kellergan. Et nous partîmes pour le Seaside Motel. À notre grande surprise, ce ne fut pas Harry, mais une grande blonde qui ouvrit la porte de la chambre 8. Nous allâmes trouver le réceptionniste, qui nous expliqua tout simplement « Il n'y a pas eu de Harry Kébert ici dernièrement. »« C'est impossible, dis-je, il était là pendant des semaines. » À la demande de Galewood, le réceptionniste consulta son registre sur les 6 derniers mois. Mais il demeura catégorique et répéta « Pas de Harry Kébert. »« C'est impossible, m'énervai-je, je l'ai vu ici, un grand type avec des cheveux blancs en bataille. »« Ah, lui ! Oui, il y avait cet homme qui traînait souvent sur le parking, mais il n'a jamais pris de chambre ici. »« Il avait la chambre 8, m'emportai-je. Je le sais, je l'ai souvent vu assis devant la porte. »« Oui, il était assis devant. Je lui ai bien demandé de s'en aller, mais à chaque fois il me refilait un billet de $100. À ce prix-là, il pouvait rester assis aussi longtemps qu'il voulait. Il disait qu'Atrici lui rappelait de bons souvenirs. »« Et depuis quand ne l'avez-vous plus vu ? Demanda Galewood. »« Alors ça fait bien plusieurs semaines. Je me rappelle juste que le jour où il est parti, il m'a filé un autre billet de 100 pour que si quelqu'un appelle ici pour parler à la chambre 8, je fasse semblant de transférer l'appel et que je laisse sonner dans le vide. Il avait l'air assez pressé. C'était juste après la dispute. »« La dispute, tonna Galewood ? Quelle dispute ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dispute à présent ? Votre copain, il s'est disputé avec un type. Un petit vieillard arrivé en voiture est venu spécialement lui faire une scène. C'était animé. Il y a eu des cris et tout ça. Je m'apprêtais à intervenir, mais le vieillard est finalement remonté en voiture et il est parti. C'est à ce moment que votre copain a décidé de partir lui aussi. De toute façon, je l'aurais mis à la porte parce que j'aime pas quand il y a du foin. Les clients se plaignent et après j'en prends pour mon grade. Mais cette dispute, c'était à propos de quoi ? Une histoire de lettre, je crois. C'était vous, a hurlé le vieillard à votre copain. Une lettre ? Quelle lettre ? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en sache ? Et après ça, le vieillard est reparti et votre copain s'est tiré dardard. Et vous pourriez le reconnaître ? Le vieillard ? Non, je pense pas. Mais demandez à vos collègues, parce qu'il est revenu, ce drôle de coucou. Moi, je dirais qu'il voulait lui faire la peau à votre copain. Je connais les enquêtes, je regarde plein de séries à la télé. Votre copain s'était déjà fait la malle, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche. Alors j'ai même appelé les flics. 2 patrouilles de l'autoroute sont arrivées très rapidement et l'ont contrôlé. Puis ils l'ont laissé partir, ils ont dit que c'était rien. Galewood téléphona aussitôt à la centrale pour demander qu'on lui retrouve l'identité de la personne récemment contrôlée au Seaside Motel par la police de l'autoroute. « Ils vont me rappeler dès qu'ils ont l'info, me dit-il en raccrochant. Je n'y comprends rien. Je me passais la main dans les cheveux et je dis « C'est insensé, insensé !» Le réceptionniste me regarda soudain d'un drôle d'air et il me demanda « Êtes-vous monsieur Marcus ?»« Oui, pourquoi ?»« Parce que votre copain, il a laissé une enveloppe pour vous. Il a dit qu'un jeune type viendrait le chercher. Et qu'il dirait sûrement « C'est insensé, c'est insensé !» Il a dit que si ce type venait, je devrais lui donner ça. Il me tendit une petite enveloppe en craft à l'intérieur de laquelle était une clé. « Une clé ?» fit Galewood. « Y a rien d'autre ?»« Rien. Mais c'est la clé de quoi ?» Je regardai sa forme avec attention, et soudain je la reconnus. Le casier du fitness de Montbury. 20 minutes plus tard, nous étions dans les vestiaires du fitness. À l'intérieur du casier 201, il y avait un paquet de feuilles reliées, accompagné d'une lettre écrite à la main. « Cher Marcus,
Si vous lisez ces lignes, c'est qu'il y a certainement un sacré bordel qui est en train de se créer autour de votre bouquin et que vous avez besoin de réponses. Ceci pourra vous intéresser. Ce livre, c'est la vérité. Harry. Le paquet de feuilles était un manuscrit tapé à la machine à écrire, pas très épais, et dont le titre était « Les mouettes d'Aurora » par Harry L. Kéber. « Qu'est-ce que ça veut dire » me demanda Gallowwood. « J'en sais rien, on dirait un texte inédit de Harry. » Le papier date, constata Gallowwood en examinant les pages avec attention. Je feuilletai le texte rapidement. Nola parlait des mouettes, dis-je. Harry me disait qu'elle aimait les mouettes. Il doit y avoir un lien. Mais pourquoi parle-t-il de vérité ? Est-ce un texte sur ce qui s'est passé en 1975 ? Je ne sais pas. Nous décidâmes de remettre l'étude du texte à plus tard et de nous rendre à Aurora. Mon arrivée fut remarquée. Les patients me faisaient part de leur mépris et me prirent à partie. Devant le Clarks, Jenny, furieuse de la description que je faisais de sa mère et se refusant de croire que son père avait été l'auteur de lettres anonymes à Harry, m'invectiva publiquement. La seule personne qui daigna nous parler fut Nancy Hathaway, que nous allâmes trouver dans son magasin. « Je ne comprends pas, me dit Nancy. Je ne vous ai jamais parlé de la mère de Nola. »« Vous m'avez pourtant parlé des traces de coups que vous aviez remarquées, et cet épisode lorsque Nola avait fugué de chez elle pendant toute une semaine et qu'on avait essayé de vous faire croire qu'elle était malade. Mais il n'y avait que le père. C'est lui qui m'a refusé l'accès à la maison lorsque Nola s'est évaporée dans la nature pendant cette fameuse semaine de juillet. Je ne vous ai jamais parlé de la mère. Vous m'aviez parlé de coups de règle en fer sur les seins, vous vous souvenez ? Les coups, oui, mais je n'ai pas dit que c'était sa mère qui la battait. Je vous ai enregistré, c'était le 26 juin dernier. J'ai la bande avec moi, regardez, la date est dessus. Je mis l'enregistreur en marche. C'est étrange ce que vous me dites à propos du révérend Kellergan, madame Hathaway. Je l'ai rencontré il y a quelques jours et il m'a donné l'impression d'un homme plutôt doux. Il peut donner cette impression, du moins en public. Il avait été appelé à la rescousse pour remonter la paroisse Saint-James qui tombait à l'abandon, après avoir, paraît-il, fait des miracles en Alabama. Effectivement, rapidement après sa reprise, le temple de Saint-James était plein tous les dimanches. Mais en dehors de ça, difficile de dire ce qui se passait vraiment chez les Kellergan. Que voulez-vous dire ? Nola était battue. Quoi ? Oui, elle était sévèrement battue. Et je me souviens d'un épisode terrible, monsieur Goldman. Au début de l'été. C'était la première fois que je voyais de telles marques sur le corps de Nola. Nous étions allés nous baigner à Grand Beach. Nola avait l'air triste. Je pensais que c'était à cause d'un garçon. Il y avait ce Cody, un type de seconde, qui lui tournait autour. Et puis, elle m'a avoué qu'on la brimait à la maison. Qu'on lui disait qu'elle était une méchante fille. Je lui en ai demandé la raison et elle a mentionné des événements en Alabama, refusant de m'en dire plus. Plus tard, sur la plage, lorsqu'elle s'est déshabillée, j'ai vu qu'elle avait des horribles marques de coups sur les seins. Je lui ai aussitôt demandé ce que c'était que ces horreurs, et figurez-vous qu'elle me répond « C'est maman, elle m'a frappée samedi avec une règle en fer. » Alors moi, évidemment, complètement stupéfaite, je crois avoir mal compris. Mais la voilà qui persiste. C'est la vérité, c'est elle qui me dit que je suis une méchante fille. Nola avait l'air désespérée, et je n'ai pas insisté. Après Grand Beach, nous sommes allés à la maison, et je lui ai mis du baume sur les seins. Je lui ai dit qu'elle devait parler de sa mère avec quelqu'un, par exemple à l'infirmière du lycée, madame Saunders. Mais Nola m'a répondu qu'elle ne voulait plus aborder le sujet. « Là !» m'écriai-je en interrompant la lecture de l'enregistrement. « Vous voyez, vous parlez de la mère !»« Non !» se défendit Nancy. « Je vous fais part de mon étonnement lorsque Nola mentionne sa mère. C'était pour vous expliquer que quelque chose ne tournait pas rond chez les Kellergan. J'étais tellement certaine que vous saviez qu'elle était morte. Mais je n'en savais rien. Je veux dire, je savais que la mère était morte, mais je pensais qu'elle était morte après la disparition de sa fille. Je me rappelle que David Kellergan m'a même montré une photo de sa femme la première fois que je suis allée le trouver. Je me rappelle avoir été même plutôt surpris de son bon accueil. Et je me souviens de lui avoir dit quelque chose du genre « Et votre femme ?» Et lui m'a répondu « Morte depuis longtemps. » Alors, à présent que j'entends la bande, je comprends que vous ayez pu être induit en erreur. C'est un quiproquo terrible, monsieur Goldman, et j'en suis désolée. Je poursuivis la lecture de l'enregistrement. À l'infirmière du lycée, madame Saunders, mais Nola m'a répondu qu'elle ne voulait plus aborder le sujet. Que s'était-il passé en Alabama ? Je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais su. Nola ne me l'a jamais dit. Est-ce lié à leur départ ? Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne sais pas. Tout est de ma faute, madame Hathaway, dis-je. Après ça, je me suis focalisée sur l'Alabama. Donc, si elle était battue, c'était par le père ? Interrogea Gallowwood, perplexe. Nancy prit un instant de réflexion. Elle semblait un peu perdue. Elle finit par répondre. Oui ou non. Je sais plus.
Il y avait ses marques sur son corps. Lorsque je lui demandais ce qui s'était passé, elle me disait qu'on la punissait chez elle. Punir de quoi? Elle n'en disait rien de plus, mais elle ne disait pas que c'était son père qui la battait. Au fond, on n'en sait rien. Ma mère avait vu les traces de coups un jour à la plage. Et puis, il y avait cette musique assourdissante qui l'enclenchait à intervalles réguliers. Les gens se doutaient que le père Kellergan cognait sa fille, mais personne n'osait rien dire. C'était notre pasteur tout de même. En ressortant de notre discussion avec Nancy Hathaway, Gaal Howard et moi restâmes un long moment sur un banc, devant le magasin, silencieux. J'étais désespérée. Un foutu quiproquo, m'écriai-je finalement. Tout ceci à cause d'un foutu quiproquo. Comment ai-je pu être aussi stupide? Gaal Howard essaya de me réconforter. Du calme, l'écrivain. Ne soyez pas aussi dur avec vous-même. On s'est tous laissés avoir. On était tellement pris par le fil de notre enquête qu'on n'a pas vu ce qui était le plus évident. Les inhibitions, ça arrive à tout le monde. À cet instant, son téléphone sonna. Il répondit. C'était le quartier général de la police d'État qui le rappelait. Ils ont trouvé le nom du type du motel, me souffla-t-il tout en écoutant ce que l'opérateur lui annonçait. Il eut alors un drôle d'air. Puis il écarta le combiné de son oreille et il me dit « C'était David Kellergan. » L'éternelle musique retentissait de la maison du 245 Terrasse Avenue. Le père Kellergan était chez lui. « Il faut impérativement savoir ce qu'il voulait à Harry, me dit Gaal Howard en sortant de voiture. Mais de grâce, l'écrivain, laissez-moi mener la discussion. » Lors de son contrôle au Seaside Motel, la police de l'autoroute avait trouvé un fusil de chasse dans la voiture de David Kellergan. Il n'avait cependant pas été inquiété davantage car il détenait l'arme légalement. Il avait expliqué être en route pour son club de tir et avoir voulu s'arrêter pour acheter un café au restaurant du motel. Les agents, en n'ayant rien à lui reprocher, l'avaient laissé repartir. « Tirez-lui les verres du nez, sergent, dis-je alors que nous marchions sur l'allée pavée qui menait à la maison. Je suis curieux de savoir ce que c'est que cette histoire de lettres. Kellergan m'avait pourtant affirmé connaître à peine Harry. Vous pensez qu'il m'a menti? C'est ce qu'on va découvrir, l'écrivain. J'imagine que le père Kellergan nous vit arriver, parce qu'avant même que nous sonnions, il ouvrit la porte, armé de son fusil. Il était hors de lui, et il avait l'air d'avoir très envie de me tuer. « Vous avez salopé la mémoire de ma femme et de ma fille, » se mit-il à hurler. « Vous êtes un fumier, le dernier des fils de pute !» Gaal Howard essaya de le calmer. Il lui demanda de poser son fusil, en expliquant que nous étions justement là pour comprendre ce qui était arrivé à Nola. Des badauds, alertés par les cris et le bruit, accoururent pour voir ce qui se passait. Bientôt, une ronde curieuse s'amassa devant la maison, tandis que le père Kellergan vociférait toujours et que Gaal Howard me faisait signe de nous éloigner lentement. 2 patrouilles de la police d'Aurora arrivèrent, toutes sirènes hurlantes. Travis Dunn sortit de l'un des véhicules, visiblement assez peu content de me voir. Il me dit « Tu penses que t'as pas déjà assez foutu le bordel dans cette ville ?» Puis il demanda à Gaal Howard s'il y avait une bonne raison pour que la police d'État soit à Aurora sans qu'il en ait été informé au préalable. Comme je savais que notre temps était compté, je criai à l'attention de David Kellergan. « Répondez-moi, révérend. Vous mettiez la musique à fond, et vous vous en donniez à cœur joie, hein ?» Il agita de nouveau son fusil. « Je n'ai jamais levé la main sur elle. Elle n'a jamais été battue. Vous êtes une merde, Goldman. Je vais prendre un avocat, je vais vous traîner en justice. »« Ah oui? Et pourquoi ne l'avez-vous pas encore fait, hein? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas déjà au tribunal? Peut-être que vous n'avez pas envie qu'on se penche sur votre passé? Que s'est-il passé en Alabama ?» Il cracha dans ma direction. « Les types dans votre genre ne peuvent pas comprendre, Goldman. »« Que s'est-il passé avec Harry Kéber au Seaside Motel? Que nous cachez-vous » À cet instant, Travis se mit à beugler à son tour, menaçant Gaal Howard de prévenir sa hiérarchie, et nous dûmes partir. Nous roulâmes en silence en direction de Concorde, puis Gaal Howard finit par dire « Qu'est-ce que nous avons manqué, l'écrivain? Qu'est-ce qui nous est passé sous les yeux, mais que nous n'avons pas vu ?» On sait à présent que Harry était au courant de quelque chose à propos de la mère de Nola, dont il ne m'a pas parlé. Et on peut supposer que le père Kellergan sait que Harry sait. Mais c'est quoi, bon sang? Sergent, est-ce que vous pensez que le père Kellergan pourrait être impliqué dans cette affaire? La presse se délectait. Nouveau rebondissement dans l'affaire Harry Kéber. Des incohérences découvertes dans le récit de Marcus Goldman mettent en cause la crédibilité de son livre, encensé par la critique et présenté par le magnat de l'édition nord-américaine Roy Barnaski comme le récit exact des événements qui ont conduit à l'assassinat de la jeune Nola Kellergan en 1975. Je ne pouvais pas retourner à New York tant que je n'avais pas éclairci cette affaire, et j'allais trouver asile dans ma suite du Regents de Concorde. La seule personne à qui je communiquai les coordonnées du lieu de mon séjour fut Denise, afin qu'elle puisse me tenir informé de la tournure que prenaient les événements à New York et des derniers développements à propos du fantôme de la mère Kellergan. Ce soir-là, Gaal Howard m'invita à dîner chez lui. Ses filles se mobilisaient pour la campagne d'Obama et se chargèrent d'animer le repas. Elles me donnèrent des autocollants pour ma voiture.
Plus tard, dans la cuisine, Hélène, que j'aidais à faire la vaisselle, me dit que j'avais mauvaise mine. Je ne comprends pas ce que j'ai fait, lui expliquai-je. Comment est-ce que j'ai pu me planter à ce point? Il doit y avoir une bonne raison, Marcus. Vous savez, Perry croit beaucoup en vous. Il dit que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Ça fait 30 ans que je le connais, et il n'a jamais utilisé ce terme pour personne. Je suis certaine que vous n'avez pas fait n'importe quoi, et qu'il y a une explication rationnelle à toute cette affaire. Cette nuit-là, Gallowwood et moi restâmes enfermés pendant de longues heures dans son bureau, à étudier le manuscrit que Harry m'avait laissé. C'est ainsi que je découvris ce roman inédit, Les Mouettes d'Aurora, un roman magnifique au travers duquel Harry racontait son histoire avec Nola. Il n'y avait aucune date, mais j'estimais qu'il avait dû être écrit postérieurement aux origines du mal, car si au travers de ce dernier il racontait l'amour impossible qui ne se concrétisait jamais, dans Les Mouettes d'Aurora il racontait comment Nola l'avait inspiré, comment elle n'avait jamais cessé de croire en lui, et l'avait encouragé, faisant de lui le grand écrivain qu'il était devenu. Mais à la fin de ce roman, Nola ne meurt pas. Quelques mois après son succès, le personnage central, prénommé Harry, fortune faite, disparaît et s'en va au Canada où, dans une jolie maison au bord d'un lac, Nola l'attend. Sur le coup des 2 heures du matin, Gallowwood nous fit du café et me demanda « Mais au fond, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire avec son bouquin ?»« Il imagine sa vie si Nola n'était pas morte, dis-je. Ce livre, c'est le paradis des écrivains. » Le paradis des écrivains, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le pouvoir d'écrire se retourne contre vous. Vous ne savez plus si vos personnages n'existent que dans votre tête ou s'ils vivent réellement. Et en quoi ça nous aide? Je n'en sais rien, rien du tout. C'est un très bon livre, et il ne l'a jamais publié. Pourquoi l'avoir gardé au fond d'un tiroir? Gallowwood haussa les épaules. Peut-être qu'il n'a pas osé le faire publier parce qu'il y parlait d'une fille disparue, dit-il. Peut-être. Mais dans les origines du mal, il parlait aussi de Nola, et ça ne l'a pas empêché de le proposer à des éditeurs. Et pourquoi m'écrit-il « Ce livre, c'est la vérité » ? La vérité à propos de quoi? De Nola? Que veut-il dire? Que Nola ne serait jamais morte et qu'elle vit aujourd'hui dans une cabane en bois? Ça n'aurait aucun sens, jugea Gallowwood. Les analyses étaient formelles, c'est bien son squelette qu'on a retrouvé. Alors quoi? Alors on n'est pas beaucoup plus avancé, l'écrivain. Dans la matinée du lendemain, Denise me téléphona pour m'informer qu'une femme avait appelé chez Schmidt et Hanson et qu'on l'avait dirigée vers elle. Elle voulait vous parler, m'expliqua Denise. Elle a dit que c'était important. Important? C'était à propos de quoi? Elle a dit qu'elle était à l'école avec Nola Kellergan à Aurora, et que Nola lui parlait de sa mère. Cambridge, Massachusetts, samedi 25 octobre 2008. Elle figurait dans le yearbook de l'année 1975 du lycée d'Aurora, sous le nom de Stéphanie Hendorf. On l'a trouvée 2 photographies avant celle de Nola. Elle faisait partie de ceux dont Ernie Pinkas n'avait pas retrouvé la trace. Pour avoir épousé un Polonais d'origine, elle s'appelait désormais Stéphanie Largingiak et vivait dans une maison cossue de Cambridge, la banlieue chic de Boston. C'est là que Gallowwood et moi la rencontrâmes. Elle avait 48 ans, l'âge qu'aurait dû avoir Nola. C'était une belle femme, mariée 2 fois, mère de 3 enfants, qui avait enseigné l'histoire de l'art à Harvard et qui s'occupait désormais de sa propre galerie de peinture. Elle avait grandi à Aurora. Elle avait été en classe avec Nola, Nancy Hathaway et quelques autres que j'avais rencontrés au cours de mon enquête. En l'entendant revenir sur sa vie passée, je me dis qu'elle était une survivante, qu'il y avait Nola, assassinée à l'âge de 15 ans, et qu'il y avait Stéphanie, qui avait eu le droit de vivre, d'ouvrir une galerie de peinture et même de se marier 2 fois. Sur la table basse de son salon, elle avait étalé quelques photos retrouvées de sa jeunesse. « Je suis l'affaire depuis le début, nous expliqua-t-elle. Je me rappelle le jour où Nola a disparu. Je me souviens de tout, comme toutes les filles de mon âge qui vivaient à Aurora à cette époque, j'imagine. Alors, quand ils ont retrouvé son corps et que Harry Kéber a été arrêté, je me suis évidemment sentie très concernée. Quelle affaire! J'ai beaucoup aimé votre livre, monsieur Goldman. Vous y racontez tellement bien, Nola. Grâce à vous, je l'ai un peu retrouvé. C'est vrai qu'ils vont faire un film? La Warner Bros. Veut acheter les droits, répondis-je. Elle nous montra les photos, une fête d'anniversaire à laquelle Nola participait également. C'était l'année 1973. Elle reprit. Nola et moi, nous étions très proches. C'était une fille adorable. Tout le monde l'aimait à Aurora. Sans doute parce que les gens étaient touchés par l'image qu'elle et son père renvoyaient, le gentil pasteur, veuf, et sa fille dévouée, toujours souriant, jamais à se plaindre. Je me rappelle que, lorsque je faisais des caprices, il arrivait à ma mère de me dire « Prends exemple sur la petite Nola. La pauvre, le bon Dieu lui a repris sa mère, et pourtant elle est toujours aimable et reconnaissante. » Mon sang, dis-je, comment n'ai-je pas compris que sa mère était morte? Et vous dites que vous avez aimé le livre? Vous avez surtout dû vous demander quel genre d'écrivain de pacotille j'étais. Mais pas du tout. Au contraire, justement. J'ai même pensé que c'était voulu de votre part, parce que j'ai vécu ça avec Nola.
Comment ça, vous avez vécu ça? Un jour, il s'est passé quelque chose de très étrange, un événement qui m'a conduite à m'éloigner de Nola. Mars 1973. Les parents Endorf tenaient le magasin général de la rue principale. Parfois, après l'école, Stéphanie y emmenait Nola, et en cachette, elles allaient se gaver de bonbons dans la réserve. C'est ce qu'elles firent cet après-midi-là. Cachées derrière des sacs de farine, elles avalèrent des fruits en gomme jusqu'à en avoir mal au ventre, et elles riaient, la main sur la bouche pour qu'on ne les entende pas. Mais soudain, Stéphanie remarqua que quelque chose n'allait pas chez Nola. Son regard avait changé, elle n'écoutait plus. Nol, ça va demanda Stéphanie. Aucune réponse. Stéphanie répéta sa question et finalement Nola lui dit Je dois rentrer. Déjà, mais pourquoi? Maman veut que je rentre. Stéphanie crut mal comprendre. Hein? Ta mère? Nola se leva paniquée. Elle répéta Je dois partir. Mais Nola, ta mère est morte. Nola se dirigea précipitamment vers la porte de la réserve, et comme Stéphanie essayait de la retenir par le bras, elle fit volte-face et la grippa par sa robe. Ma mère, hurla-t-elle, terrifiée. Tu ne sais pas ce qu'elle va me faire. Quand je suis méchante, je suis punie. Et elle s'enfuit en courant. Stéphanie resta interdite de longues minutes. Le soir, chez elle, elle rapporta la scène à sa mère, mais madame Endorf n'en crut pas un mot. Elle lui caressa la tête avec tendresse. Je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces histoires, ma chérie. Allons, cesse de dire des bêtises et va te laver les mains. Ton père vient de rentrer et il a faim. Nous allons passer à table. Le lendemain, à l'école, Nola avait semblé paisible et avait fait mine de rien. Stéphanie n'osa pas mentionner l'épisode de la veille. Tracassée, elle avait fini par en parler directement au révérend Kellergan, une dizaine de jours plus tard. Elle alla le trouver dans son bureau de la paroisse, où il l'accueillit très gentiment, comme toujours. Il lui offrit un sirop, puis l'écouta attentivement, pensant qu'elle venait le trouver en sa qualité de pasteur. Mais lorsqu'elle lui raconta ce à quoi elle avait assisté, il ne la crut pas non plus. « Tu as du mal entendre, lui dit-il. « Je sais que ça paraît fou, révérend, mais c'est pourtant la vérité. Enfin, ça n'a pas de sens. Pourquoi Nola te raconterait-elle ce genre de sornette? Ne sais-tu pas que sa mère est morte? Tu veux nous faire de la peine à tous, c'est ça? » Non, mais... David Kellergan voulut clore la conversation, mais Stéphanie insista. Le visage du révérend changea soudain. Elle ne l'avait jamais vu ainsi. Pour la première fois, le chaleureux pasteur avait un visage sombre et presque effrayant. « Je ne veux plus t'entendre parler de cette histoire, lui intima-t-il. Ni à moi, ni à personne, tu m'entends? Sinon, j'irai dire à tes parents que tu es une petite menteuse, et je dirai que je t'ai surprise en train de voler au temple. Je dirai que tu m'as volé 50 $. Tu ne veux pas avoir de sérieux ennuis, non? Alors sois une gentille fille. » Stéphanie interrompit son récit. Elle joua un instant avec les photos, avant de se tourner vers moi. « Alors j'en ai plus jamais parlé, dit-elle, mais je n'ai jamais oublié cet épisode. Au fil des années, j'en suis venue à me persuader que j'avais du mal entendre, mal comprendre, et qu'il ne s'était rien passé de tel. Et voilà que sort votre livre, et que j'y retrouve cette mère abusive et bien vivante. Je ne peux pas vous dire ce que ça m'a fait. Vous avez un talent fou, monsieur Goldman. Il y a quelques jours, lorsque les journaux ont commencé à dire que vous racontiez n'importe quoi, je me suis dit qu'il fallait que je vous contacte, parce que je sais que vous dites la vérité. »« Mais quelle vérité ?» m'écriai-je. « La mère est morte depuis toujours. » »« Je le sais bien, mais je sais aussi que vous avez raison. » »« Est-ce que vous pensez que Nola a été battue par son père ?»« C'est ce qui se disait en tout cas. À l'école, on remarquait toutes les traces sur son corps. Mais qui allait s'élever contre notre révérend? À Aurora, en 1975, on ne se mêlait pas des affaires des autres. Et puis, c'était une autre époque. Tout le monde recevait une claque de temps en temps. Auriez-vous d'autres éléments qui vous viennent à l'esprit? Demandai-je encore, par rapport à Nola ou au livre? Elle prit un instant de réflexion. Non, répondit-elle. Si ce n'est que c'est presque amusant de découvrir après toutes ces années que c'était de Harry Kébert que Nola était amoureuse. Que voulez-vous dire? Vous savez, j'étais une enfant si naïve. Après l'épisode de la réserve, j'ai moins fréquenté Nola, mais l'été de sa disparition, je l'ai recroisée régulièrement. Durant cet été 75, j'ai pas mal travaillé dans le magasin de mes parents, situé face au bureau de poste de l'époque. Et figurez-vous que je n'ai pas arrêté de croiser Nola. Elle allait poster des lettres. Je l'ai su parce qu'à force de la voir passer devant le magasin, je l'ai questionnée. Un jour, elle a fini par lâcher le morceau. Elle m'a dit qu'elle était folle amoureuse de quelqu'un et qu'il correspondait. Elle n'a jamais voulu me dire de qui il s'agissait. Je pensais que c'était Cody, un type de seconde, membre de l'équipe de basket. Je n'ai jamais réussi à voir le nom du destinataire, mais une fois j'ai aperçu que c'était à Aurora. Je m'étais demandé quel était l'intérêt d'écrire à quelqu'un habitant Aurora depuis Aurora. Lorsque nous sortîmes de chez Stéphanie Largingiac, Gaalwood me regarda avec de grands yeux circonspects. Il dit « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, l'écrivain ?» J'allais vous poser la même question, sergent. Selon vous, que devons-nous faire à présent? Ce que nous aurions dû faire il y a longtemps,
Allez à Jackson, Alabama. Vous aviez posé la même question depuis toujours, l'écrivain. Que s'est-il passé en Alabama? 4. Sweet Home, Alabama. Lorsque vous arrivez en fin de livre, Marcus, offrez à votre lecteur un rebondissement de dernière minute. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'il faut garder le lecteur en haleine jusqu'au bout. C'est comme quand vous jouez aux cartes. Vous devez garder quelques atouts pour la fin. Jackson, Alabama, 28 octobre 2008. Et nous débarquâmes en Alabama. À notre arrivée à l'aéroport de Mobile, nous fûmes accueillis par un jeune officier de la police d'État, Philip Thomas, que Gallowwood avait contacté quelques jours plus tôt. Il se tenait dans le secteur des arrivées, en uniforme, droit comme un I, chapeau sur les yeux. Il salua Gallowwood avec déférence, puis me regardant, il releva légèrement son chapeau. « Est-ce que je ne vous aurais pas déjà vu quelque part » me demanda-t-il. « À la télévision ?»« Peut-être, répondis-je. »« Je vais vous aider, intervint Gallowwood. C'est de son livre que tout le monde parle. Méfiez-vous de lui, il est capable de générer un bordel dont vous n'avez pas idée. »« Alors, la famille Kellergan est celle que vous décrivez dans votre livre » me demanda l'officier Thomas en essayant de masquer son étonnement. « Exact, répondit encore Gallowwood à ma place. Restez loin de ce type, officier. Moi-même, je menais une existence paisible jusqu'à ce que je le rencontre. » L'officier Thomas avait pris son rôle très au sérieux. À la demande de Gallowwood, il nous avait préparé un petit dossier sur les Kellergan, que nous parcourûmes dans un restaurant proche de l'aéroport. David J. Kellergan est né à Montgomery en 1923, nous expliqua Thomas. Il y a fait ses études de théologie avant de devenir pasteur et de venir à Jackson pour officier au sein de la paroisse Mount Pleasant. Il s'est marié avec Louisa Bonneville en 1955. Ils habitaient une maison d'un quartier tranquille du nord de la ville. En 1960, Louisa Kellergan a donné naissance à une fille, Nola. Il n'y a rien de plus à signaler. Une famille tranquille et croyante de l'Alabama, jusqu'à ce drame, en 1969. Un drame, répéta Gallowwood. Il y a eu un incendie. Une nuit, la maison a brûlé. Louisa Kellergan est morte dans l'incendie. Thomas avait joint au dossier des copies d'articles de journaux de l'époque. Incendie mortel à Lower Street. Une femme est morte hier soir dans l'incendie de sa maison sur Lower Street. D'après les pompiers, une bougie restée allumée pourrait être à l'origine du drame. La maison a été entièrement détruite. La victime est la femme d'un pasteur de la région. Un extrait du rapport de police indiquait que la nuit du 30 août 1969, vers 1h du matin, alors que le révérend David Kellergan s'était rendu au chevet d'un paroissien mourant, Louisa et Nola furent surprises par un incendie durant leur sommeil. C'est en arrivant devant sa maison que le révérend remarqua un intense dégagement de fumée. Il se précipita à l'intérieur, l'étage était déjà en feu. Il parvint cependant à gagner la chambre de sa fille, il la trouva dans son lit à moitié inconsciente. Il la porta jusque dans le jardin, puis voulut retourner chercher sa femme, mais l'incendie s'était désormais propagé aux escaliers. Des voisins, alertés par les cris, accoururent, mais ils ne purent que constater leur impuissance. Lorsque les pompiers arrivèrent, l'étage entier s'était embrasé. Des flammes jaillissaient par les fenêtres et dévoraient le toit. Louisa Kellergan fut retrouvée morte, asphyxiée. Le rapport de police conclut qu'une bougie restée allumée avait vraisemblablement mis le feu au rideau avant que l'incendie se propage rapidement au reste de la maison, bâtie en planches. Le révérend Kellergan précisa d'ailleurs dans sa déclaration que sa femme allumait souvent une bougie parfumée sur sa commode avant de s'endormir. « La date !» m'écriai-je en lisant le rapport. « Regardez la date de l'incendie, sergent !»« Nom de Dieu, le 30 août 1969. » L'officier qui a mené l'enquête a longtemps eu des doutes sur le père, expliqua Thomas. « Comment le savez-vous » Je lui ai parlé. Il s'appelle Edward Emerson. Il est à la retraite maintenant. Il passe ses journées à retaper son bateau devant sa maison. « Est-il possible d'aller le voir » demanda Gallowwood. « J'ai déjà pris rendez-vous. Il nous attend à 3h. » L'inspecteur à la retraite Emerson se tenait devant sa maison, impassible, ponçant avec application la coque d'un canot en bois. Comme le temps était menaçant, il avait ouvert la porte de son garage pour s'en servir comme d'un abri. Il nous invita à piocher dans le pack de bière éventré qui traînait par terre, et nous parla sans interrompre son travail, mais en nous faisant comprendre que nous avions toute son attention. Il revint sur l'incendie de la maison des Kellergan, et nous répéta ce dont nous avions déjà pris connaissance en lisant le rapport de police, sans beaucoup plus de détails. Au fond, cet incendie, c'était une drôle d'histoire, conclut-il. Comment ça, demandai-je. On a longtemps pensé que David Kellergan avait mis le feu à la maison et tué sa femme. Il n'y a aucune preuve de sa version des faits. Comme par miracle, il arrive à temps pour sauver sa fille, mais juste trop tard pour sauver sa femme. Il était tentant de croire qu'il avait lui-même mis le feu à la maison. Surtout que, quelques semaines plus tard, il a foutu le camp de la ville. La maison brûle, sa femme meurt et lui, il se tire. Il y avait quelque chose de pas net, mais on n'a jamais eu le moindre élément qui puisse le désigner coupable.
C'est le même scénario que la disparition de sa fille, constata Gale Wood. En 1975, Nola disparaît de la circulation. Elle est probablement assassinée, mais aucun élément ne permet de l'affirmer vraiment. À quoi pensez-vous, sergent demandai-je. Que le révérend aurait tué sa femme, puis sa fille? Vous pensez qu'on s'est trompé de coupable? Si c'est le cas, c'est une catastrophe, s'étrangla Gale Wood. Qui pourrait-on interroger, monsieur Emerson? Difficile à dire. Vous pouvez aller voir au temple de Mount Pleasant. Ils ont peut-être un registre de paroissiens. Certains ont connu le révérend Kellergan. Mais 39 ans après les faits, vous allez perdre un temps fou. On n'a plus de temps, pesta Gale Wood. Je sais que David Kellergan était assez proche d'une espèce de secte pentecôtiste de la région, reprit Emerson. Des fous de Dieu qui vivent en communauté dans une propriété fermière, à 1 heure de route d'ici. C'est là-bas que le révérend a vécu après l'incendie. Je sais parce que j'allais l'y trouver quand je devais lui parler pendant mon enquête. Il y est resté jusqu'à son départ. Demandez à parler au pasteur Lewis, s'il est toujours là-bas. C'est leur espèce de gourou. Le pasteur Lewis, dont parlait Emerson, dirigeait la communauté de la nouvelle église du Sauveur. Nous nous y rendîmes le lendemain matin. L'officier Thomas vint nous chercher dans le Holiday Inn du bord de l'autoroute dans lequel nous avions pris 2 chambres, l'une payée par l'État du New Hampshire, l'autre par moi-même, et nous conduisit dans une gigantesque propriété dont une grande partie consistait en des champs cultivés. Après nous être perdus sur une route bordée de plants de maïs, nous croisâmes un type en tracteur qui nous guida jusqu'à un groupe de maisons et nous désigna celle du pasteur. Nous y fûmes aimablement reçus par une gentille et grosse femme qui nous installa dans un bureau où nous rejoignit quelques minutes plus tard le Lewis en question. Je savais qu'il devait avoir dans les 90 ans, mais il en faisait 20 de moins. Il avait l'air plutôt sympathique, rien à voir avec la description que nous en avait fait Emerson. La police, dit-il en nous saluant un par un. Police d'État du New Hampshire et de l'Alabama, indiqua Gale Wood. Nous enquêtons sur la mort de Nola Kellergan. J'ai l'impression qu'on ne parle que de ça dernièrement. Tout en me serrant la main, il me dévisagea un instant et me demanda « Vous n'êtes pas… » « Si, c'est lui, répondit Gale Wood agacé. « Alors, que puis-je pour vous, messieurs ?» Gale Wood commença l'interrogatoire. « Pasteur Lewis, si je ne me trompe pas, vous avez connu Nola Kellergan. »« Oui. À vrai dire, j'ai surtout bien connu ses parents. Des gens charmants, très proches de notre communauté. »« Qu'est-ce que votre communauté ?»« Nous sommes un courant pentecôtiste, sergent, rien de plus. Nous avons des idéaux chrétiens et nous les partageons. »« Oui, je sais. Certains disent que nous sommes une secte. Nous recevons la visite des services sociaux 2 fois par an pour voir si les enfants sont scolarisés, correctement nourris ou maltraités. Ils viennent voir aussi si nous avons des armes ou si nous sommes des suprémacistes blancs. Ça en devient ridicule. Nos enfants vont tous au lycée municipal. Je n'ai jamais tenu une carabine de ma vie et je participe activement à la campagne électorale de Barack Obama dans notre comté. Que voulez-vous savoir au juste ? Ce qui s'est passé en 1969, dit Gale Wood. Apollo 11 se pose sur la Lune, répondit Lewis. Victoire majeure de l'Amérique sur l'ennemi soviétique. Vous savez très bien de quoi je parle. L'incendie chez les Kellergan. Que s'est-il réellement passé ? Qu'est-il arrivé à Louisa Kellergan ? Alors que je n'avais pas prononcé le moindre mot, Lewis me dévisagea longuement et s'adressa à moi. Je vous ai beaucoup vu à la télévision ces derniers temps, monsieur Goldman. Je pense que vous êtes un bon écrivain. Mais comment ne vous êtes-vous pas renseigné au sujet de Louisa ? Car j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, hein. Votre livre ne tient pas la route. Et pour utiliser des termes très terre-à-terre, j'imagine que c'est la panique à bord. Est-ce correct ? Que venez-vous chercher ici ? La justification de vos mensonges ? La vérité, dis-je. Il sourit tristement. La vérité ? Mais laquelle, monsieur Goldman ? Celle de Dieu ou celle des hommes ? La vôtre ? Quelle est votre vérité sur la mort de Louisa Kellergan ? David Kellergan a-t-il tué sa femme ? Le pasteur Lewis se leva du fauteuil dans lequel il était assis et alla fermer la porte de son bureau, qui était restée entr'ouverte. Il se posta ensuite devant la fenêtre et scruta l'extérieur. Cette scène me rappela immédiatement notre visite au chef Pratt. Gale Wood me fit un signe pour me dire qu'il prenait le relais. David était un homme si bon, finit par souffler Lewis. Était, releva Gale Wood. Il y a 39 ans que je ne l'ai pas vu. Battait-il sa fille ? Non, non. C'était un homme au cœur pur, un homme de foi. Quand il a débarqué à Mount Pleasant, les travées étaient désertes. 6 mois plus tard, il faisait salle comble le dimanche matin. Il n'aurait jamais pu faire le moindre mal à sa femme, ni à sa fille. Alors qui était-il ? Demanda doucement Gale Wood. Qui étaient les Kellergan ? Le pasteur Lewis appela sa femme. Il demanda du thé au miel pour tout le monde. Il retourna s'asseoir dans son fauteuil et nous regarda tour à tour. Il avait le regard tendre et la voix chaude. Il nous dit «
fermez les yeux, messieurs. Fermez les yeux. À présent, nous sommes à Jackson, Alabama, année 1953. Jackson, Alabama, janvier 1953. C'était une histoire comme l'Amérique les aime. Un jour du début de l'année 1953, un jeune pasteur venu de Montgomery entra dans le bâtiment délabré du temple de Mount Pleasant, au centre de Jackson. C'était un jour de tempête. Des rideaux d'eau tombaient du ciel. Les rues étaient balayées par des bourrasques d'une rare violence. Les arbres se balançaient, des journaux arrachés aux crieurs réfugiés sous le store d'une devanture volaient dans les airs, tandis que les passants couraient d'abri en abri pour progresser à travers l'intempérie. Le pasteur poussa la porte du temple, qui claqua sous l'effet du vent. L'intérieur était sombre, il faisait glacial. Il avança lentement le long des travées, la pluie s'infiltrait par le toit percé, formant des flaques éparses au sol. L'endroit était désert, il n'y avait pas le moindre fidèle et peu de signes d'occupation. À la place des cierges, il ne restait que quelques cadavres de cire. Il avança vers l'autel, puis, avisant la chaire, il posa le pied sur la première marche de l'escalier en bois pour y monter. « Ne faites pas ça !» La voix qui venait jaillir du néant le fit sursauter. Il se retourna et vit alors un petit homme rond sortir de l'obscurité. « Ne faites pas ça, répéta-t-il. Les escaliers sont vermoulus, vous risqueriez de vous rompre le cou. Vous êtes le révérend Kellergan ? Oui, répondit David, mal à l'aise. Bienvenue dans votre nouvelle paroisse, révérend. Je suis le pasteur Jeremy Lewis. Je dirige la communauté de la nouvelle église du Sauveur. Au départ de votre prédécesseur, on m'a demandé de veiller sur cette congrégation. Maintenant, elle est vôtre. Les deux hommes échangèrent une poignée de main chaleureuse. David Kellergan grelottait. Vous tremblez, constata Lewis. Mais vous êtes mort de froid. Venez, il y a un café à l'angle de la rue. Allons prendre un bon grog et nous parlerons. C'est ainsi que Jeremy Lewis et David Kellergan firent connaissance. Installés dans le café proche, ils laissèrent passer la tempête. On m'avait dit que Mount Pleasant n'allait pas bien, sourit David Kellergan un peu décontenancé, mais je dois dire que je m'attendais pas à ça. Oui, je ne vous cache pas que vous vous apprêtez à prendre les commandes d'une paroisse en piteux état. Les paroissiens ne viennent plus, ils ne font plus de dons. Le bâtiment est en ruine. Il y a du boulot. J'espère que ça ne vous effraie pas. Vous verrez, révérend Lewis. Il en faut plus pour m'effrayer. Lewis avait souri. Il était déjà séduit par la forte personnalité et le charisme de son jeune interlocuteur. « Êtes-vous marié » lui demanda-t-il. « Non, révérend Lewis. Encore célibataire. » Le nouveau pasteur Kellergan passa 6 mois à faire le tour de chaque maisonnée de la paroisse pour se présenter aux fidèles et les convaincre de retourner sur les bancs de Mount Pleasant le dimanche. Puis il leva des fonds pour refaire le toit du temple, et, comme il n'avait pas servi en Corée, il participa à l'effort de guerre en mettant sur pied un programme de réinsertion pour les vétérans. Certains se portèrent volontaires ensuite pour participer à la réfection de la salle paroissiale attenante. Peu à peu, la vie communautaire reprit. Le temple de Mount Pleasant retrouva de sa splendeur et, rapidement, David Kellergan fut considéré comme l'étoile montante de Jackson. Des notables, membres de la paroisse, le voyaient en politique. On disait qu'il pourrait décrocher la municipalité, peut-être viser ensuite un mandat fédéral. Sénateur, qui sait ? Il en avait le potentiel. Un soir de la fin de l'année 1953, David Kellergan alla dîner dans un petit restaurant proche du temple. Il s'installa au comptoir, comme il le faisait souvent. À côté de lui, une jeune femme, qu'il n'avait pas remarquée, se retourna soudain, et le reconnaissant lui sourit. « Bonjour, révérend, dit-elle. Il sourit en retour un peu emprunté. « Excusez-moi, mademoiselle, mais est-ce qu'on se connaît ?» Elle éclata de rire et fit jouer ses boucles blondes. « Je suis membre de votre paroisse. Je m'appelle Louisa Bonneville. » Confus de ne pas la reconnaître, il rougit, et elle en rit de plus belle. Il alluma une cigarette pour se donner un peu de contenance. « Je peux en avoir une » demanda-t-elle. Il lui tendit son paquet. « Vous ne direz pas que je fume, hein, révérend » dit Louisa. Il sourit. « C'est promis. » Louisa était la fille d'un notable de la paroisse. David et elle commencèrent à se fréquenter. Ils tombèrent bientôt amoureux. Tout le monde disait qu'ils formaient un couple superbe et épanoui. Ils se marièrent au cours de l'été 1955. Ils respiraient le bonheur. Ils voulaient beaucoup d'enfants, ils en voulaient au moins 6, 3 garçons et 3 filles. Des enfants gais et rieurs qui feraient vivre la maison de Lower Street, dans laquelle le jeune couple Kellergan venait d'emménager. Mais Louisa ne parvenait pas à tomber enceinte. Elle consulta plusieurs spécialistes, d'abord sans succès. Finalement, l'été 1959, son médecin lui annonça la bonne nouvelle. Elle était enceinte. Le 12 avril 1960, à l'hôpital général de Jackson, Louisa Kellergan donna naissance à son premier et unique enfant. « C'est une fille » annonça le médecin à David Kellergan, qui faisait les 100 pas dans le couloir.
Une fille s'exclama le révérend Kellergan, irradiant de bonheur. Il s'empressa de rejoindre sa femme qui tenait le nouveau-né contre elle. Il l'enlaça et regarda le bébé aux yeux encore clos. On lui devinait déjà des cheveux blonds comme sa mère. Si nous l'appelions Nola, proposa Louisa. Le révérend trouva que c'était un très joli prénom, et il acquiesça. Bienvenue, Nola, dit-il à sa fille. Durant les années qui suivirent, la famille Kellergan fut citée en exemple en toutes occasions. La bonté du père, la douceur de la mère et leur fille merveilleuse. David Kellergan ne s'économisait pas, il fourmillait d'idées et de projets, toujours soutenu par sa femme. Les dimanches d'été, ils allaient régulièrement pique-niquer à la communauté de la nouvelle église du Sauveur, par amitié pour le pasteur Jeremy Lewis, avec qui David Kellergan avait gardé des liens étroits depuis leur rencontre. Les gens qui les fréquentèrent à cette période considéraient tous avec admiration le bonheur de la famille Kellergan. « Je n'ai jamais connu de gens qui avaient l'air plus heureux qu'eux, nous dit le pasteur Lewis. David et Louisa éprouvaient l'un pour l'autre un amour spectaculaire. C'était fou, comme s'ils avaient été conçus par le Seigneur pour s'aimer. Et ils étaient des parents formidables. Nola était une petite fille extraordinaire, vive, délicieuse. C'était une famille qui vous donnait envie d'en avoir une, et vous donnait un espoir éternel en le genre humain. C'était beau de voir ça. Mais tout a basculé, dit Gallowwood. Oui. Comment ? Il y eut un long silence. Le visage du pasteur Lewis se décomposa. Il se leva encore, incapable de tenir en place, et il fit quelques pas dans la pièce. « Pourquoi devoir parler de tout ça » demanda-t-il. « C'était il y a si longtemps. » « Révérend Lewis, que s'est-il passé en 1969 » Le pasteur se tourna vers une grande croix accrochée au mur, et il nous dit « Nous l'avons exorcisé, mais ça ne s'est pas bien passé. »« Quoi » fit Gallowwood. « Mais de quoi parlez-vous ?»« La petite Nola, nous l'avons exorcisée, mais ça a été une catastrophe. Je pense qu'il y avait trop de malin en elle. »« Qu'est-ce que vous essayez de nous dire ?»« L'incendie, la nuit de l'incendie. Cette nuit-là, ça ne s'est pas passé exactement comme David Kellergan l'a raconté à la police. Il était effectivement auprès d'une paroissienne mourante, et lorsqu'il est rentré chez lui vers 1 heure du matin, il a trouvé la maison en flammes. Mais, comment vous dire, ça ne s'est pas passé comme David Kellergan l'a raconté à la police. 30 août 1969. Plongé dans un sommeil profond, Jeremy Lewis n'entendit pas la sonnette de la porte. C'est sa femme Mathilda qui alla ouvrir et vint aussitôt le réveiller. Il était 4 heures du matin. « Jérémie, réveille-toi, dit-elle, les larmes aux yeux. Il y a eu un drame. Le révérend Kellergan est là. Il y a eu un incendie. Louisa, elle est morte. » Lewis bondit hors de son lit. Il trouva le révérend dans le salon, hagard, effondré, en pleurs. Sa fille était à côté de lui. Mathilda emmena Nola pour la coucher dans la chambre d'amis. « Seigneur, David, que s'est-il passé » demanda Lewis. « Il y a eu un incendie. La maison a brûlé. Louisa est morte. Elle est morte. » David Kellergan ne parvenait plus à se contenir. Prostré dans un fauteuil, il laissa les larmes couler sur son visage. Son corps tout entier tremblait. Jeremy Lewis lui servit un grand verre de whisky. « Et Nola, ça va » demanda-t-il. « Oui, grâce à Dieu, les médecins l'ont examinée, elle n'a rien. » Les yeux de Jeremy Lewis s'embuèrent. « Seigneur, David, quelle tragédie, quelle tragédie !» Il posa ses mains sur les épaules de son ami pour le réconforter. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, Jérémie. J'étais auprès d'une paroissienne mourante. À mon retour, la maison brûlait, les flammes étaient déjà immenses. C'est vous qui avez sorti Nola ? Jérémie, je dois vous parler de quelque chose. Quoi donc ? Dites-moi tout, je suis vôtre. Jérémie, lorsque je suis arrivée devant la maison, il y avait ces flammes. Tout l'étage avait pris feu. J'ai voulu monter chercher ma femme, mais les escaliers étaient déjà embrasés. Je n'ai rien pu faire, rien. Ciel, et Nola alors ? David Kellergan eut un mouvement de nausée. J'ai dit à la police que je suis montée à l'étage, que j'ai sorti Nola de la maison, mais que je n'ai pas pu retourner chercher ma femme. Ce n'est pas la vérité ? Non, Jérémie. Lorsque je suis arrivée, la maison brûlait, et Nola chantait sous le porche. Le lendemain matin, David Kellergan s'isola avec sa fille dans la chambre d'amis. Il voulut d'abord lui expliquer que sa mère était morte. « Chérie, lui dit-il, tu te souviens d'hier soir ? Il y a eu le feu, tu te rappelles ? » « Oui. » « Il s'est passé quelque chose de très grave et de très triste qui va te faire beaucoup de chagrin. Maman était dans sa chambre quand il y a eu le feu, et elle n'a pas pu s'enfuir. »« Oui, je sais, maman est morte, expliqua Nola.
Elle était méchante, alors j'ai mis le feu à sa chambre. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis venue dans sa chambre, elle dormait. J'ai trouvé qu'elle avait l'air méchante, méchante, maman, méchante. Je voulais qu'elle meure. Alors j'ai pris les allumettes sur sa commode et j'ai mis le feu au rideau. Nola sourit à son père qui lui demanda de répéter. Et Nola répéta. À cet instant, David Kellergan entendit le plancher craquer et se retourna. Le pasteur Lewis, venu prendre des nouvelles de la petite, venait d'entendre leur conversation. Ils s'enfermèrent dans le bureau. « C'est Nola qui a mis le feu à la maison ? Nola a tué sa mère » s'exclama Lewis abasourdi. « Chut, pas si fort, Jérémie. Elle dit qu'elle a mis le feu à la maison. Mais Seigneur, ça ne peut pas être vrai. »« Est-ce que Nola a des démons » demanda Lewis. « Des démons ? Non, non. Il a pu arriver que sa mère et moi remarquions chez elle un comportement parfois étrange, mais rien de bien méchant. Nola a tué sa mère, David. Vous rendez-vous compte de la gravité de la situation ? » David Kellergan tremblait, il pleurait, sa tête tournait, les idées se bousculaient dans sa tête. Il eut besoin de vomir. Jérémie Lewis lui tendit une corbeille à papier pour qu'il puisse se soulager. « Ne dites rien à la police, Jérémie, je vous en supplie. »« Mais c'est très grave, David. »« Ne dites rien, au nom du ciel, ne dites rien. Si la police le savait, Nola finirait dans une maison de correction, ou Dieu sait où. Elle n'a que 9 ans. »« Alors il faut la soigner, dit Lewis. Nola est habitée par le malin, il faut la guérir. »« Non, Jérémie, pas ça. Il faut l'exorciser, David, c'est la seule solution pour la délivrer du mal. »« Je l'ai exorcisée, nous expliqua le pasteur Lewis. Pendant plusieurs jours, nous avons essayé de faire sortir le démon de son corps. »« Qu'est-ce que c'est que ce délire » murmurai-je. « Enfin, s'éleva Lewis, pourquoi êtes-vous à ce point sceptique ? Nola n'était pas Nola, le diable avait pris possession de son corps. »« Que lui avez-vous fait, Tonaga Hallowwood ? » ?»« En principe, des prières suffisent, sergent. »« Laissez-moi deviner, là ça n'a pas suffi. » Le diable était fort, alors nous lui avons plongé la tête dans un baquet d'eau bénite pour en venir à bout. Les simulations de noyade, dis-je. Mais ça non plus, ça n'a pas suffi. Alors pour terrasser le démon et lui faire abandonner le corps de Nola, nous l'avons frappé. « Vous avez battu la petite » explosa Gallowwood. « Non, pas la petite, le malin. »« Vous êtes fou, Lewis. Nous devions la délivrer, et nous pensions que nous y étions parvenus. Mais Nola s'est mise à avoir des sortes de crises. Elle et son père sont restés chez nous quelque temps, et la petite est devenue incontrôlable. Elle s'est mise à voir sa mère. »« Vous voulez dire que Nola avait des hallucinations » demanda Gallowwood. « Pire, elle a commencé à développer une espèce de dédoublement de personnalité. Il lui arrivait de devenir sa propre mère, et elle se punissait pour ce qu'elle avait fait. Un jour, je l'ai trouvée en train de hurler dans la salle de bain. Elle avait rempli la baignoire et se tenait d'une main fermement par les cheveux et se forçait à plonger la tête dans l'eau glacée. Ça ne pouvait plus continuer ainsi. Alors David a décidé de s'enfuir loin, très loin. Il a dit qu'il devait quitter Jackson, quitter l'Alabama, que l'éloignement et le temps aideraient certainement Nola à aller mieux. À ce moment, j'avais entendu dire que la paroisse d'Aurora se cherchait un nouveau pasteur, et il n'a pas hésité une seconde. C'est ainsi qu'il est parti se terrer à l'autre bout du pays, dans le New Hampshire.